Yes, it's working. All right. Voilà, nous y sommes. Eh bien, bonjour à tous. Je crois que c'est la fin de la récréation. Maintenant, tout le matériel est dans l'état de fonctionnement. Je crois que nous avons eu droit à de magnifiques discours ce matin. Nous avons également entendu cet appel à ne pas nuire. Et pour nous assurer que le débat soit tout à fait complet et vivant, nous avons une table ronde remarquable. Composée des personnes que je vais vous présenter immédiatement. Madame Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur John Donoghue, d'eBay. Monsieur Hiroshi Mikitani, qui a mis en place un modèle Internet remarquable au Japon. Sunil, qui est un des grands héros de l'industrie des télécoms dans le monde, et Eric Schmidt de Google. Alors ce matin, nous allons passer en revue un certain nombre de questions. Nos intervenants ont bien voulu accepter d'être brefs dans leurs réponses. Et si vous le voulez bien, une fois que nous leur avons donné l'occasion de s'échauffer un petit peu, je vous encourage vous-même à participer à la discussion. Parce que je crois que c'est important lorsque l'on a une occasion aussi remarquable que celle qui nous est offerte aujourd'hui de nous adresser au chef d'État et de gouvernement du G8, eh bien, nous devons en tirer profit et ne pas perdre notre temps. Nous devons aller directement au cœur du débat. Alors, nous avons déjà entendu un certain nombre de choses ce matin, mais je crois qu'il est important d'aller droit au but au cours de nos discussions. Gardez également à l'esprit que nous n'avons devant nous qu'environ 1h10, donc efforcez-vous d'être bref. Bien sûr que c'est toujours tentant de faire de grands discours, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut aller droit au but et essayer de nous efforcer de digérer un maximum d'informations afin que Maurice ait quelque chose à dire à nos gouvernants lorsqu'il partira à Port-Deauville. Alors, pour commencer, Christine, une des choses intéressantes que j'ai entendues ce matin, c'est que les décideurs politiques et les gouvernements devraient rester dans leur coin et ne pas intervenir. Par ailleurs, on parle de stimuler les investissements, de nous assurer que les cadres réglementaires soient transparents. Alors, que faut-il faire? Quelle est la bonne attitude? Faut-il que les gouvernants s'impliquent ou s'abstiennent? Eh bien, merci beaucoup, Ben, de me donner cette occasion d'apporter une clarification. Je crois que nous ne devrons certainement pas nous abstenir parce que nous sommes des clients très importants. Nous sommes vos clients et personne ne devrait décourager ses propres clients. Nous avons vu, parmi les chiffres qui ont été cités, la dépense publique qui est orientée vers ce secteur. Donc, certainement que nous ne devrions pas rester les bras croisés. Par ailleurs, bien sûr que nous ne devons pas nuire non plus pour les raisons qui ont déjà été évoquées. L'Internet est un accélérateur de croissance critique auquel nous ne devons certainement pas nuire. Dans mon propre pays, par exemple, l'ensemble de l'Internet et du monde numérique est responsable de 3,7% du PIB, représente 3,7% du PIB. En tant que ministre de l'économie, je peux vous dire que nos prévisions portent ce chiffre aux alentours de 5% dans un avenir proche. Et l'impact de l'Internet et des activités connexes ne fait que croître et que s'accélérer. Donc, bien sûr que nous devons nous impliquer dans l'Internet, qui est d'une importance critique pour notre économie. Par ailleurs, il y a également des jeux de principes et de valeurs communs qui doivent être développés ensemble par le secteur et par le gouvernement. Voilà un des principes qui est mis en avant par Monsieur le Président. Nous ne devons pas nuire, certes, mais nous devons également mettre en place le cadre qui permettra de faire en sorte que l'avenir, non seulement que nous ne nuisions pas, mais que l'avenir soit également riche et prometteur. Alors, pourquoi est-il important pour vous de comprendre cette assemblée-ci en particulier? Qu'a-t-elle de spécifique? Tout secteur de l'économie est un public important pour moi parce que nous parlons de création de valeur, de création d'emplois. Et bien sûr que l'Internet en général, mais en France en particulier, est un grand créateur d'emplois. Donc j'ai devant moi un parterre d'entrepreneurs légèrement différents
à ce dont j'ai l'habitude peut-être, mais je vois que mes compagnons ici portent tous le costume cravate. Donc le dialogue, le langage, comme le langage est peut-être inhabituel pour moi. Mais je crois que les soucis sont les mêmes. Vous voulez faire croître vos entreprises, créer de la valeur, développer de la valeur de manière durable. Donc je crois que nous avons beaucoup de choses en commun. Je suis ravi que M. Lévy nous rejoigne également parce que Vivendi est un acteur critique du monde numérique. Alors permettez-moi de vous poser cette question un petit peu taquine peut-être. Lorsque je me remémore que nous avons dépensé des milliards et des milliards en plans de relance, dont 5% seulement des plans de relance, en l'occurrence, ont été alloués au monde numérique. Pourquoi est-ce cela? Bien, peut-être parce que nous avons eu moins de demandes de subventions ou de plans de relance de la part de ce secteur. Mais il ne faut certainement pas arrêter le temps en 2009. En France, nous avons mis en place un crédit d'impôt pour la recherche et le développement, crédit d'impôt autant 35% de vos programmes de recherche et de développement, et cela aura des effets plus tard. Mais l'un des principaux effets de ce crédit d'impôt et de nos plans de relance se verra dans la création d'impôts. En voyant des gens devenir auto-entrepreneurs ou indépendants, c'est un principe tout à fait nouveau, qui n'est pas très transparent, mais qui permet à tout un chacun, qu'il soit jeune ou vieux, employé ou non, obèse ou chauve, peu importe, de créer une entreprise. Ce n'était pas dirigé contre toi, Ben. Rien de personnel. À tout un chacun, donc, de devenir auto-entrepreneur, de créer son entreprise, d'ouvrir ses droits à la sécurité sociale, et ainsi de suite, de manière tout à fait aisée et confidentielle, puis de ne payer des impôts que lorsqu'il génère des revenus. Ce statut a été permis par les moyens numériques. Et ces 2 dernières années, plus de 560 000 personnes sont devenues auto-entrepreneurs en France et ont créé leur entreprise. Voilà un effet direct de l'économie Internet. Bien, cela me donne une transition parfaite pour aborder eBay. Je sais que lorsque l'on vous a demandé combien d'employés comptait eBay, vous avez répondu un jour que cela dépendait si l'on comptait les employés directs d'eBay ou les gens qui gagnent leur vie grâce à eBay. Oui bien, cela me renvoie aux propos des représentants de McKinsey parce que eBay, bien sûr, veut créer de la croissance économique et des emplois, mais également participer à la croissance globale. Alors, eBay compte 17 000 employés, ce qui n'en fait pas une entreprise très importante. Mais ce sont des centaines de milliers de personnes dans le monde qui utilisent, des millions de personnes dans le monde qui utilisent eBay ou PayPal dans le monde. 25 millions de personnes vendent quelque chose sur eBay tous les mois et 1,3 million de personnes dans le monde. Pour 1,3 million de personnes dans le monde, eBay constitue la principale source de revenus. Alors il s'agit justement des gens comme on évoquait Madame Lagarde, il s'agit d'individus, d'entrepreneurs qui ont pu utiliser l'Internet pour créer leur entreprise et gagner leur vie. Et c'est un phénomène absolument global. Est-ce qu'il s'agit d'une communauté? Nous avons une communauté assez robuste, assez forte. Et il est fascinant de voir quel est le degré d'aide mutuelle au sein de cette communauté, des gens qui s'aident à vendre des objets un peu partout dans le monde. Et nous ne sommes qu'une plateforme. Est-ce que vous êtes également un régulateur? D'une certaine manière, nous rédigeons les règles. Mais pour vous donner un exemple, en Europe, il y a 350 000 petites et moyennes entreprises qui échangent sur eBay. 120 000 en France. Et il est intéressant de voir que la création d'emplois dans nos économies n'est plus dans les grandes entreprises, mais bien dans les PME. Un vendeur, disons un vendeur eBay dans le sud-est de la France. Eh bien, nous avons pu voir, par exemple, dans le sud-est de la France, 2 ou 3 individus
sans emploi, qui ont commencé à vendre des articles pour animaux, et puis qui, petit à petit, parce que les choses marchaient bien pour eux, ont commencé à employer une, puis deux, puis 10 personnes. Et grâce à notre système, grâce à notre plateforme, vous n'avez pas besoin d'être sur un site de production. Vous pouvez vous trouver à peu près n'importe où et avoir accès à un marché non seulement local ni national, mais même mondial. Alors, du moins, bien sûr, si on a l'infrastructure nécessaire derrière. Alors, Jean-Bernard, on nous disait ce matin que les entreprises de télécom étaient un véritable moteur en Europe du développement de l'Internet. Est-ce là une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, en tout cas, c'est un état de fait. Et de mon point de vue, c'est une bonne chose. Bien sûr, parce que je représente le secteur. Alors, dans le contexte européen, nous voudrions améliorer l'ensemble de l'écosystème. Et, à mon sens, la génération actuelle de réseaux et de plateformes nous a permis de générer un développement considérable de l'économie de l'Internet, mais la croissance de l'utilisation des réseaux de télécoms, aux yeux de nombreux commentateurs européens et français en particulier, eh bien, cette intensification de l'usage des réseaux de télécoms représente une menace, notamment en termes de consommation d'électricité de la part des foyers, des utilisateurs finaux. Et nous voyons des tendances négatives vers non seulement une réglementation, mais ce que j'appellerais une hyper-réglementation de notre écosystème, une taxation plus importante. Donc, si je vois ce qui se passe en Europe et dans d'autres régions du monde où nous sommes présents, nous considérons aujourd'hui qu'il existe une véritable menace ou le risque que l'écosystème européen ne puisse supporter davantage de croissance, notamment dans la mesure où nous nous dirigeons actuellement vers une demande bien plus importante de vidéos et donc une demande de bande passante bien plus importante. Vous pouvez imaginer les goulets d'étranglement en termes de gestion du trafic. En tant que chaînon de la chaîne de valeur, en tant que maillon de la chaîne de valeur, malheureusement, les entreprises de télécom ne sont pas suffisamment soutenues. Eh bien, là, une fois de plus, sur la base des chiffres que nous a donnés McKinsey, les utilisateurs d'Internet estiment entre 18 et 28 dollars la valeur des services qu'ils dérivent de l'Internet. Et voilà ce avec quoi vous devez vivre. Alors, pourquoi cette fourchette d'entre 18 et 28, d'une part, et que pouvez-vous nous dire de votre approche du secteur? Bien, je crois que dans des pays tels que l'Inde ou en Afrique, dans le continent africain où nous sommes également présents, il est important d'avoir recours à des modèles dont les tarifs soient extrêmement faibles et où l'on joue sur les volumes. Donc, en Inde, par exemple, les appareils coûtent entre 4 ou 5 dollars, mais la minute d'appel ne coûte que 0,5 centimes de dollar par comparaison aux 20 ou 25 centimes dans d'autres marchés. Bien sûr, pour gagner notre vie, nous comptons sur les volumes. 3 milliards de minutes par jour en Inde. Et nous ne pourrons pas tirer davantage que 2 ou 3 dollars par mois par utilisateur. Et pourtant, la bande passante que nous devons déployer est immense. Donc nous sommes confrontés à un défi important. Malheureusement, l'Inde n'investit pas dans des réseaux très avancés qui nous permettraient d'avoir cette bande passante importante à bas prix. Il faudra trouver cet équilibre entre les volumes d'utilisation et les tarifs. Alors, vous êtes assis entre deux opérateurs, c'est sans doute une coïncidence, mais nous sommes clairement devant un écosystème dont tous les acteurs sont interdépendants.
Alors, est-ce un écosystème cohésif ou est-ce un écosystème avec des perdants et des gagnants? Je crois que c'est une question particulièrement importante. Je crois que nous sommes tous interdépendants. Si l'on voit le taux de croissance du secteur des télécoms, eh bien, nous constatons que le principal moteur de cette croissance est constitué par la demande de bande passante, que ce soit en fibre optique ou sans fil, en Wi-Fi. Cela encore présente de nombreux défis, mais si l'on regarde l'histoire de la croissance d'Internet, je crois que le principal moteur de cette croissance aujourd'hui est simplement le volume de données disponibles, ce qui est une bonne nouvelle pour Google. C'est là le cœur de notre métier. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque l'on ajoute la puissance de ce genre d'appareil, ceci c'est mon téléphone Nexus, qui aujourd'hui sont plus rapides que les PC, eh bien, nous avons une vision de l'avenir où ce type d'appareil sera connecté au service de cloud computing. Avec ces éléments-là, nous pouvons commencer à répondre à des questions particulièrement importantes de la traduction automatisée en temps réel. Nous pouvons nous connecter à nos amis de par le monde. Je crois que nous ne sommes pas tout à fait prêts encore pour encaisser toutes les innovations qui apparaîtront. Oui, je crois que nous pouvons tomber d'accord sur le fait que l'Internet est grand et important et tout le reste. Mais là, nous prêchons à des convaincus. Cependant, si nous prenons une vue d'ensemble du système et que nous demandons aux décideurs politiques de s'y intéresser, nous savons tous aujourd'hui que les problèmes sont mondiaux, globaux. Alors, je réitère ma question. Est-ce que c'est un écosystème avec des perdants ou des gagnants ou non? Eh bien, je dirais que les gagnants sont ceux qui voient une forte croissance de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire les acteurs qui n'investissent pas. Pardon, les acteurs qui investissent. Les opérateurs de télécom voient leur chiffre d'affaires augmenter considérablement dans les marchés matures comme dans les pays émergents. Le fait est qu'il est possible de construire des entreprises très grandes et très profitables sur ces bases-là. Donc, vous avez créé un modèle d'entreprise entièrement nouveau dans un pays qui a la réputation très traditionnelle. Comment cela s'est-il produit? Monsieur Mikitani, bien, je crois que je suis le seul intervenant japonais au cours de ce forum, et je voudrais tout d'abord dire que les entreprises Internet ont apporté tout leur soutien aux mouvements récents qui sont nés depuis le 18 mars. Comme vous le savez, il n'y a qu'un seul intervenant japonais au cours de ce forum, mais je dois dire que nous voyons beaucoup d'innovations au Japon, des entreprises très innovantes. Dans les fibres optiques, nous avons inventé la fibre optique, la PlayStation, l'argent électronique, les téléphones portables avec des caméras, comprenant des caméras. Nous sommes un pays très innovant, mais malheureusement, le peuple japonais est très tourné vers sa propre nation. Nous n'avons pas un esprit ouvert sur le monde. Et les entreprises japonaises, si innovantes, ne savent pas comment croître mondialement. Alors, nous avons beaucoup de start-up dans un pays tel que le Japon, mais cela n'a rien de difficile de créer une start-up au Japon. La grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés est de savoir comment comment passer de ces start-up à des entreprises mondiales. Alors, beaucoup d'entreprises ont dû quitter le Japon suite au tremblement de terre. Alors, je veux vous rassurer aujourd'hui, vous dire que vous serez en sécurité au Japon. Je vous encourage à revenir chez nous et nous vous attendons. Merci beaucoup, des remarques très importantes. Alors, Eric, on nous a dit qu'il faut être assez petit pour innover.
On pourrait dire beaucoup de choses sur Google, mais on ne pourrait pas dire que c'est petit. Donc, vous n'êtes certainement pas d'accord avec cette déclaration. Non, c'est tout à fait injuste. Tout d'abord, pour ce qui est de la technologie, les nouveautés commencent petit. La solution d'algorithme, ça démarre généralement avec 2 personnes dans un garage quelque part dans le monde. Ils construisent quelque chose qui prend de l'essor par la suite. Dans notre secteur, le plus intéressant aujourd'hui, c'est les plateformes larges, à savoir l'iPhone de l'Apple, leur système d'exploitation, l'iOS, qui a vraiment généré beaucoup de valeur. Regardez l'e-commerce, c'est la plateforme de eBay qui a démarré grâce à 2 ou 3 personnes qui avaient construit un tout petit système qui a pu grandir par la suite. Google, c'est tout un réseau de plateformes. Donc, dans la technologie, il faut tout d'abord que quelqu'un invente quelque chose de nouveau, et avec une petite équipe à l'origine, et ils arrivent à, en fait, résoudre une difficulté, et cela commence à croître, et puis ça croît rapidement. Et puis, ça devient une plateforme, un écosystème que d'autres utilisent. Dans le domaine de John, PayPal, mais beaucoup d'autres exemples, Rakuten, par exemple. Alors, avec le développement de ces plateformes, vous pouvez vraiment générer une croissance économique importante. Pour y parvenir, il faut construire les plateformes numériques. D'autres personnes donc dépendent des plateformes par la suite et vous devenez un composante importante de l'économie de la connaissance. C'est intéressant de regarder la vitesse de croissance et c'est grâce à la mondialisation d'Internet. Donc, si on regarde les taux de croissance des plateformes, moi, j'y suis depuis le début, en fait, il y a un doublement en 2 ans au lieu de 10 ans aujourd'hui. C'est parce que maintenant, on peut dire qu'il y a des marchés énormes qui s'ouvrent à nous tous et cela devient d'une importance mondiale très vite. Alors, Jean-Bernard, si on regarde Vivendi, il ne s'agit pas simplement d'une entreprise opérateur, mais également d'une entreprise de contenu et de services. On a parlé de territoire et d'Internet. Est-ce que ça a un sens de parler de territoire quand on parle d'Internet? Eh bien entendu, il y a énormément de questions à cet égard pour savoir, et je pense que le président Sarkozy, justement, en a parlé, à savoir, l'Internet a vraiment fait en sorte qu'il y ait une disparition des frontières, mais en même temps, si on tient compte, si on regarde cette question, et si on regarde l'Internet et les conséquences de l'Internet, si on se pose des questions sur la propriété intellectuelle, eh bien, c'est une question de loi. Il faut légiférer. Et je dois dire que les lois sont nationales. On est dans un pays où déjà beaucoup a été fait grâce à la loi Hadopi, justement pour bien expliquer qu'on peut en même temps protéger la propriété intellectuelle et développer tout un ensemble de services, de vidéos, de musique qui permettent aux consommateurs de bénéficier des avantages de l'Internet en même temps en respectant les créateurs, les droits des auteurs et de ceux qui innovent. Mais je pense qu'il est vrai que c'est une question qui n'est pas encore vraiment résolue partout, dans beaucoup de pays aujourd'hui. On n'a pas à l'esprit l'importance, justement, de ces questions par rapport à leur culture, à leur héritage, au bien-être de leur communauté, ethnique et autres. C'est très important que de pouvoir accéder au contenu et ce contenu doit être rémunéré. Les créateurs ont besoin de rémunération. Il faut donc que les deux aillent de pair. On sait qu'il y a le piratage sur Internet et on sait aussi que les créateurs et les publics doivent pouvoir se rencontrer. Et pour l'instant, on n'a pas pu vraiment organiser tout suffisamment. Nous essayons, dans la mesure du possible, avec différentes autorités de contrôle nationales, d'élaborer un cadre, justement, pour qu'on puisse bénéficier de l'Internet, de l'accès à Internet à travers le monde et en même temps organiser une rémunération juste et équitable pour les créateurs. J'aimerais parler de quelque chose qu'a soulevé Eric. Et je pense qu'en tant que quand les politiques réfléchissent à Internet, ils ont tendance à se pencher sur les grandes entreprises plateformes comme Rakuten, eBay ou Google ou une plateforme
telco, de télécommunications. Mais en fait, l'important, ce n'est pas tellement les plateformes. L'important, c'est ce que arrivent à faire les gens grâce aux plateformes. C'est là où se trouve l'innovation. C'est là où tout se passe, où on crée des emplois. Regardez l'Afrique, par exemple. Vos téléphones portables permettent aux gens qui n'ont pas de compte bancaire d'accéder aux services bancaires. Donc, ça crée des économies impossibles auparavant. Ça, c'est une innovation et ça, il s'agit d'une amélioration de niveau de vie de ces personnes grâce aux plateformes. Ou à travers Internet, les gens peuvent utiliser les services d'eBay, de Google ou de Rakuten pour créer des emplois. Donc, créer des emplois qui n'existeraient pas sinon. Donc, quand on réfléchit à la politique, il faut tenir compte du citoyen lambda. Et il faut se rendre compte que grâce à Internet, on peut améliorer le niveau de vie de ces citoyens lambda. Donc, ça doit être le principe qui nous guide dans toutes nos réflexions. Il faut qu'on réfléchisse à cela et aux plateformes en tant que telles. Eh bien, justement par rapport à l'Afrique, nous savons que on vient de revendre quelques services importants aux clients en Afrique. Et comment justement tenir compte de ces différentes questions? Eh bien, moi, je dirais que notre travail, c'est de faire en sorte que les services soient disponibles de façon large et profonde. Donc, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on va dans des endroits où auparavant, les réseaux étaient impossibles. Mais nous avons différentes entreprises présentes là. Les différents réseaux nous ont aidés justement pour promouvoir les services en Asie, en Inde, en Afrique. Et comme on a dit, il faut que ce soit des services dont ils ont besoin. Par exemple, les virements d'argent par téléphone portable. Ça, c'est quelque chose de très important en Afrique et dans beaucoup de pays en Asie. Auparavant, les gens qui ne sont pas bancarisés, il y a des tas de gens qui n'ont jamais de compte bancaire. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de compte bancaire. Pourquoi y aller? On peut avoir des services bancaires par le biais de plateformes de distribution que nous avons créées. En Inde, on a 1,6 milliard de points de vente, beaucoup plus de points de vente que d'agences bancaires. Nous avons pu créer environ 1,5 million de points de vente. Il suffit d'aller au point de vente pour faire un dépôt d'argent ou retirer de l'argent et on peut faire tous les virements par le biais des réseaux téléphoniques. Donc, il faut continuer à élargir les réseaux, travailler avec les Google de ce monde, les eBay et les autres, justement pour que ces services magiques soient disponibles aux clients. Et je dois dire que je suis content qu'Éric ait fait allusion à l'idée qu'il faut coopérer. Il faut que ce s'agisse de coopération. Il ne faut pas qu'on travaille l'un contre l'autre, car une plateforme ne peut pas, il ne faut pas s'agir uniquement d'infrastructures tangibles. Il faut également qu'il y ait d'autres aspects à cette infrastructure tangible. Je crois que c'est important de parler justement de la technologie à venir qui va résoudre certaines de ces difficultés. Par exemple, pour parler du domaine bancaire, il y a une nouvelle puce, une puce NLC avec un élément sécurisé. Grâce à cette puce, les banques à travers le monde peuvent organiser les banques sécurisées et c'est plus en sécurité que les cartes de crédit. La plupart des banques se sont accordées sur cette nouvelle norme. Google et d'autres sont en train de mettre en œuvre cette technologie pour la livrer vers la fin de l'année grâce à des partenariats et ainsi de suite. Pour vous parler du piratage, il existe aujourd'hui des technologies qui puissent écouter les morceaux qui ont été téléchargés ou visionner les films téléchargés et peuvent calculer un checksum pour voir s'il s'agit du piratage ou non. C'est l'identification de contenu. C'est comme cela que YouTube gère le contenu sous droit d'auteur téléchargé qui n'aurait pas dû l'être. Il n'aurait pas dû être téléchargé en violation de la loi. Donc, si on y réfléchit, on le voit, il y a généralement une solution technologique à cette difficulté. Pensons au réseau de télécommunications. Il existe suffisamment de bandes passantes et nous savons qu'on est capable maintenant de facturer l'accès justement au niveau sans fil, au réseau sans fil. Il y a une technologie qui s'appelle LTE disponible chez Alcatel et autres. Grâce à cela, on a 4 fois plus de débit, on utilise moins
d'électricité et la mise à niveau du réseau améliore le service pour les consommateurs. C'est une meilleure technologie. Donc, avant de décider qu'on a besoin d'une solution réglementaire, tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une solution technologique qu'on puisse utiliser au niveau mondial, qu'on peut utiliser facilement? Car nous, on peut agir plus rapidement que n'importe quel pays seul ou encore moins les pays ensemble. Alors, Christine, j'ai une question pour vous. La technologie joue un rôle important. Mais si on regardait aujourd'hui la BBC, par exemple, on verrait un sujet très important à notre débat, à savoir les lois sur la vie privée au Royaume-Uni. On peut, par exemple, aller devant un tribunal au Royaume-Uni et interdire aux médias de publier tel ou tel article. Mais là, on a des médias en France qui ne sont pas en Grande-Bretagne et qui peuvent donc publier des choses qu'on n'aurait pas publiées en Grande-Bretagne. C'est pour cela que devant le Parlement, les parlementaires souvent citent Twitter au lieu de citer la London Times, justement pour pouvoir citer différents articles. Donc il y a ces limites aux règles décidées des politiques. Comment tenir compte de cela? Quand les leaders politiques, par définition, pensent en termes d'un pays ou d'un autre pays. Il s'agit d'évolution. Un exemple, quand j'ai démarré comme avocat, mon premier client, c'était Lotus Développement. Et à l'époque, nous, on faisait référence au cas de Schlumberger, non pas Schumpeter, mais Schlumberger. Il s'agissait du cas de Schlumberger. Il fallait qu'on se décide de la protection pour les licenciés. Et il a fallu qu'on tienne compte du droit de brevet, de droit d'auteur, et ainsi de suite. Par la suite, il y a une jurisprudence, il y a les États qui ont agi, et puis il y a eu un partenariat avec les entreprises. Grâce à tout cela, nous avons pu prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'il faudra faire la même chose par rapport à la vie privée. On est en train d'explorer les différentes possibilités. On trébuche parfois. On essaie d'identifier les meilleurs outils, les principes juridiques de base qui doivent s'appliquer. Qu'il s'agisse d'un bien public mondial, le président Sarkozy en a parlé, qu'il s'agit de ce domaine-là, il ne faudrait pas qu'on ait des principes divergents. On va les mettre en œuvre au niveau national. Il faut qu'on ait donc des règles qui puissent protéger la vie privée. Mais j'aimerais, Ben, si je peux parler de quelque chose que Sunil a dit concernant la banque en ligne en Afrique. C'est quelque chose de très important. Si on regarde les pays d'Afrique et l'argent renvoyé en Afrique, il s'agit de plus d'argent renvoyé en Afrique que tous les dons envoyés en Afrique. Donc il s'agit de beaucoup d'argent. Et cet argent par les Africains à l'étranger qui renvoient au pays, eh bien, si on peut organiser ces transferts de façon réglementée et sécurisée, cela pourrait encourager la croissance économique. Et j'encouragerai ceci. Mais en même temps, je dirais qu'il faudrait un dialogue entre nous, car quand on commence à virer de l'argent, transférer de l'argent, eh bien, il s'agit de créer des crédits et de nouveaux possibilités financières. Et il s'agit en fait de politique monétaire et de création monétaire par le biais de crédits, par le biais de ces fonds transférés vers les pays d'origine. Donc, les lois doivent changer, doivent évoluer pour protéger la vie privée, par exemple. Mais il faut également des principes et des règles qui s'appliquent afin de protéger sur tout ce qu'il faut protéger et pour qu'on puisse instaurer une confiance dans le système. Comme Eric l'a dit, il s'agit de technologie et d'économie d'échelle et ainsi de suite. Donc, c'est des questions très importantes. Il faut une protection, il faut que ça fonctionne. Hiroshi. Le cadre économique est en train de changer. On parle de la banque Internet. Eh bien, nous avons les grandes banques Internet au Japon. Nous avons des dépôts très importants sur ces 10 milliards de dollars environ. Et si on veut
s'agissant de 100 points de base, si on augmente de 100 points de base, on peut parfois parvenir à 10 ou 20 milliards de dépôts de plus par jour. Donc, c'est quelque chose de très puissant, la banque sur Internet. C'est puissant et dangereux en même temps. Et puis, il y a aussi les e-compagnies. Il ne s'agit pas de véritables monnaies, mais si on n'a pas de licence bancaire, on peut néanmoins créer du crédit en émettant des monnaies privées. Ces monnaies privées peuvent être utilisées au Japon. Il y a NFC. Et puis, la prochaine étape sera en fait une sorte de guerre de monnaie entre les pays et le secteur privé. Et je pense que ça va être une question très importante sur la scène mondiale. Maintenant, on va entamer le débat avec le public. On a environ 38 minutes qui nous restent pour les questions-réponses. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question vers le milieu de la salle. Attendez le microphone. Vers le fond de la salle, peut-être. Rangée 5 ou 7. Good morning. Thank you very much. Bonjour, merci. Je m'appelle Susan Crawford. J'ai une question pour la ministre Lagarde. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la chose suivante. L'idée que l'État doit agir ou pas, eh bien, ce n'est pas le débat. C'est à l'État de faire en sorte que les citoyens aient de l'eau propre et de l'électricité et de faire en sorte, comme en France, qu'on ait vraiment un accès à Internet très large et partout. Aux États-Unis, on est parfois envieux de votre politique à cet égard. Alors, pour ce qui est des entreprises Internet, parfois les intérêts ne sont pas les mêmes que les intérêts de l'État. L'État voudrait avoir une couverture pour tout le pays, une grande infrastructure, tandis que les entreprises ont des intérêts à plus court terme. Ils veulent gagner le plus d'argent sur le dernier kilomètre. Donc, il faut que l'État organise l'infrastructure, l'eau, l'électricité pour les citoyens, mais l'État ne doit pas s'impliquer dans le monde du contenu. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cela. Suzanne, votre question me surprend. Je ne suis pas sûr que je m'occupe du contenu en quoi que ce soit. Là où je peux être utile à votre communauté, en tant que ministre des Finances, j'essaie de faire en sorte, surtout s'agissant de petites entreprises ou de très petites entreprises, j'essaie de faire en sorte que vous ayez accès au financement. Je pense que c'est vraiment clé. C'est peut-être encore plus important dans certains pays européens qu'aux États-Unis. Le principe de capital privé n'est pas peut-être aussi répandu en France qu'aux États-Unis. L'accès au premier financement est parfois facile. Et puis, au deuxième cycle, c'est parfois plus difficile à accéder au financement. Donc, l'accès au financement fait en sorte qu'il y ait des marchés liquides et profonds pour que les PME dans ce domaine puissent trouver le financement dont elles ont besoin, peu importe ce qui s'est passé il y a 10 ans quand la valorisation des entreprises n'avait aucun fondement. Eh bien, je crois que le financement fait partie de mes devoirs. Et puis, une deuxième chose, et ça n'a rien à voir avec la création de contenu. Là, il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait l'infrastructure, l'épine dorsale dont on a besoin pour les plateformes, pour que justement il y ait un accès partout. Ce n'est pas toujours facile car il y a des endroits où les gens sont d'accord pour investir. Pensez à la région parisienne ou Marseille, Lyon. Si vous n'êtes pas français, sachez que ce sont des grandes villes. Mais si par contre vous demandez aux entreprises d'investir dans les petites villes, dans le Massif central ou dans d'autres endroits reculés de la France où il y a moins de densité de la population, à ce moment-là, les entreprises sont moins inclinées à y aller. Donc je pense que c'est important que l'État agisse, soit impliqué. Et là, il s'agit de 4 milliards d'euros auxquels a fait allusion le président Sarkozy. Ce sont des investissements qu'on va injecter dans ce segment pour justement construire l'infrastructure. Alors, Jean-Bernard, les partenariats publics-privés
Est-ce qu'il s'agit bien de cela? Est-ce que cela répond à la question? Depuis bien longtemps, nous pensons qu'il ne faut pas qu'on fonctionne à deux vitesses. Il ne faut pas qu'il y ait deux pays par rapport à l'accès. C'est quelque chose qui n'est pas encore mis en œuvre. Il s'agit toujours d'un projet. Ce n'est pas entièrement fait pour l'instant. Ce n'est pas encore prêt. Il ne s'agit que d'un projet, mais je dirais qu'en règle générale, et pour essayer de répondre à la question qui a été posée, il me semble que ça fait partie de nos licences, nos obligations de couverture. C'est ça la règle du jeu, il faut l'accepter. On sait qu'il faut servir le public, toute la population, et pas seulement la population dans les zones denses ou les personnes riches. La seule chose qu'on demande, c'est qu'on ne change pas la règle du jeu au milieu du jeu. Généralement, c'est le cas, mais parfois, ça change assez rapidement. Moi, j'aimerais dire que les entreprises telco ont une vision, mais les États doivent décider comment les telcos doivent jouer le jeu. Comme Eric l'a dit, si on veut trouver 25 milliards de dollars en revendant des parties de fréquences en Inde, il faut savoir les conséquences de ce genre d'approche. Si on paie 25 milliards de dollars pour une petite partie de la fréquence, à ce moment-là, c'est moins rentable. Il faut tenir compte de l'amortissement de la somme sur 20 ans et des investissements à effectuer. Donc, en tant que ministre des Finances ou comme État, vous devez décider, vous, de la possibilité d'utiliser ces ressources, comment vous allez utiliser la fréquence. Est-ce que vous allez utiliser l'octroi de fréquence pour remplir le coffre de l'État ou pour faire en sorte que les gens puissent accéder à des services Internet de qualité assez bon marché? C'est à l'État de décider. Et je pense qu'à cet égard, l'Afrique va plus vite que les autres avec des fréquences 3G octroyées pour des sommes assez modiques, justement pour garantir que les gens puissent avoir des services à un prix raisonnable. Oui, très rapidement. La meilleure politique d'État est une politique qui fait en sorte que tout le monde ait accès au débit avec ou sans fil à toute la population actuellement, immédiatement. Ça, c'est quelque chose d'assez facile de comprendre. Si on n'a pas de haut débit, en fait, on ne peut pas vraiment participer à ce forum. On peut comprendre telle ou telle partie, mais il faut au moins 1 mégabit de débit. Ce n'est pas énorme aujourd'hui. Les États doivent ne pas être trop gourmands quand il s'agit de revendre les fréquences. Je comprends, les États veulent des rentrées d'argent, mais le prix des fréquences a un impact sur les tarifs facturés aux citoyens. Donc, il faut que les États enlèvent les obstacles pour qu'on puisse vraiment installer la fibre, pour que tout le monde soit connecté au réseau. Le monde change quand il y a la grande disponibilité de la fibre. En France, ces 10 dernières années, la France avait commencé avec beaucoup de retard pour ce qui est de la pénétration Internet, peut-être à cause du Minitel, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'investissement par la suite, etc. Mais sous la présidence actuelle, nous avons vu vraiment une augmentation de haut débit. Et la France est numéro 2, numéro 3 dans le monde aujourd'hui pour ce qui est du haut débit. Et on voit les avantages économiques de cela. Merci. Et maintenant, une question au deuxième rang. Vous allez recevoir le microphone. Merci, Ben. Je m'appelle Joe Schoendorf, Axel Partenaire. Entreprises de capital mondial, et en fait, on a pu financer 200 entreprises Internet ces 20 dernières années, depuis qu'on a vu l'arrivée de l'Internet. Et j'aimerais changer un petit peu le débat pour parler d'autre chose, et j'aimerais savoir vos remarques là-dessus. Une des choses à laquelle j'ai réfléchi beaucoup depuis un an ou deux, eh bien, un jour, j'étais sur Internet et j'ai demandé quel était l'âge médian du monde. Eh bien, c'est 27,4. Donc, la salle ne représente pas ça. Et quand on travaille avec les entreprises Internet et la génération Internet, la différence, en fait, n'est pas due à l'âge. Nous savons, pour beaucoup de nous, on a des enfants de cet âge-là, de plus jeunes. Et les enfants ne se souviennent pas de l'époque où on ne pouvait pas se connecter sur Internet. Leur vision du monde a été modifiée et différente de la nôtre pour cette raison. Et
l'une de leurs questions par rapport au monde, c'est quel sera leur emploi, comment est-ce qu'ils vont travailler. Et j'aimerais savoir de votre part, vous tous, selon vous, quel sera l'impact de cette révolution Internet? C'était vraiment le bon mot évoqué par le président Sarkozy. Il a parlé de cette révolution au fur et à mesure que ces jeunes qui ont moins de 27 ans commencent à travailler dans l'économie mondiale. Quelles sont les conséquences probables selon vous? Ça, c'est un sujet très intéressant. Jean-Bernard va commencer et les autres par la suite. Eh bien, tout d'abord, selon moi, il faut faire preuve d'humilité. Nous avons tous peut-être un petit peu plus de 27 ans, mais encore plus important, je dois dire que l'économie est surtout sur base de demande aujourd'hui. Donc, les gens peuvent choisir les services qu'ils veulent, qu'ils trouvent les plus efficaces, les plus intéressants, qui les aident à les relier aux communautés intéressantes. Donc, pour nous, il s'agit de les écouter surtout. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Surtout dans le domaine du contenu. Il ne s'agit plus autant du contenu, mais de la façon d'accéder au contenu. Avec qui est-ce qu'on accède au contenu? Comment est-ce qu'on utilise le contenu? À quel moment de la journée est-ce qu'on utilise tel ou tel contenu? C'est ça qui est en train de changer, en fait. Les consommateurs, eh bien, ils ne se souviennent plus de l'époque où ils ne pouvaient pas se connecter à l'Internet. De plus en plus, ils ne sauront plus ce que c'est que la télévision diffusée par voie hertzienne ou les journaux sur papier. Ils vont oublier. On ne sait pas toutes les solutions, mais on sait qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe. Regardez par exemple le domaine des jeux vidéo. On a vu les jeux vidéo. À l'origine, World of Warcraft, par exemple, c'était qu'une histoire de contenu et aujourd'hui, c'est devenu une histoire de communauté. Ceux qui jouent World of Warcraft considèrent que ça fait partie de leur vie maintenant, non seulement parce qu'ils jouent ce jeu, mais parce qu'ils vivent avec les membres de la communauté du jeu. Un exemple, un grand changement par rapport à auparavant. Il y a maintenant une nouvelle façon d'accéder à Internet et d'utiliser l'Internet. Donc, il faut revoir comment on organise les plateformes et comment on utilise les technologies. Il faut que nous, on se concentre sur ce que veulent les consommateurs. Il faut qu'on teste les différentes offres possibles, mais ne jamais essayer d'imposer une offre qui nous plaît, quand on a plus de 27 ans, mais qui plaît moins à ceux qui ont moins de 27 ans. Il ne faut pas organiser une discrimination par rapport à l'âge. Eric, oui, je pense que il y a une plateforme. Pensez aux jeux, à la mobilité, les plateformes utilisées par ceux qui ont 22 ans aujourd'hui. La prochaine génération de grandes entreprises sera sur la base de cette plateforme-là. Si j'avais 22 ans, ce qui m'intéresserait, c'est le jeu, la socialisation, la communauté et l'accès aux connaissances. Si on regarde tout cela, il s'agit de nouvelles interactions sociales, une nouvelle façon d'apprendre. Et tout est inventé encore. Souvenez, 700 millions de personnes en Inde ont moins de 25 ans. 325 millions entre 6 et 16 ans. Donc, on sait qu'en Inde, il y a beaucoup de changements à cause de cela et on est très content de pouvoir jouer un rôle dans ce domaine. Eh bien, le contenu et le format vont changer beaucoup. Je dois dire que nous, on connaît les grandes marques, mais les plus jeunes, ils aiment pouvoir être membres de communautés. C'est plus important pour eux que de parler de grandes marques. Ensuite, le format va changer selon moi. Vous le savez, les livres électroniques sont le plus importants. Et à l'avenir, il s'agira plus tellement de livres électroniques, mais de blogs qui seront très populaires. Et puis, la façon de travailler est en train de changer. Les gens n'aiment pas trop la bureaucratie. Donc, les formats vont changer, le concept de marque va changer aussi. Les jeunes vont lire différemment et vont vouloir être connectés aux autres. Les différentes entreprises et pays doivent changer leur façon de penser et accepter ces nouveaux modes de vie. John,
Alors, en fait, la jeunesse ne connaît rien d'autre. En fait, un de mes amis parlait de sa fille qui a 3 ans, qui est un génie du iPad. Elle utilise son iPad, elle regarde la télévision, elle a les logiciels pour l'éducation et elle gère tout avec l'iPad. Et il a dit qu'il est rentré chez lui il y a 2 semaines avec un écran géant et elle a posé la main sur l'écran. Elle a dit « Papa, la télé est cassée ». Donc voilà, les choses se déroulent différemment. Et je pense que votre question et mon observation serait que l'innovation est alimentée par les jeunes qui ne connaissent rien d'autre. Nous venons d'acheter une société qui s'appelle Milo. Un entrepreneur de 22 ans va mettre en inventaire tous les produits en ligne. Alors, que dire des systèmes de gestion de stock? Il ne sait même pas ce que c'est. Il a une vision, mais il ne connaît rien d'autre. Et donc, il met en œuvre une vision. Et ce sera peut-être le prochain Google, le prochain Facebook. Et c'est... En fait, les jeunes ne connaissent rien d'autre. Ils ne savent rien faire d'autre. Alors, vous savez mieux? Non, moi, je ne sais pas mieux faire, mais je retiens l'exemple de cette petite fille de 3 ans. Mais moi, j'essaye de nettoyer tout simplement mon iPad. Le chômage et l'emploi. Je pense que la question est tout à fait pertinente. Créer de l'emploi, c'est vraiment une dimension essentielle. L'emploi, j'ai fait référence au statut d'auto-entrepreneur qui est facilité par le net. La deuxième utilisation que nous avons faite qui a été une réussite, et pas seulement la confidentialité, mais la transparence, c'est le plaidoyer où nous avons des jeunes qui recherchent des stages, notamment à l'étranger, et au lieu d'avoir simplement un CV disponible en ligne, nous leur avons donné, nous avons créé un espace pour eux afin qu'ils puissent faire une vidéo de leur candidature. Ils ont 30 secondes pour convaincre un employeur potentiel et cela a été très utile pour éviter notamment la discrimination. Nous avons eu beaucoup de discussions sur la mention de l'adresse, dire par exemple que c'est comme le sud de Chicago, est-ce que c'est anonyme ou pas, et en fait il s'agit plutôt de transparence. Cela permet aux uns et aux autres de prouver leur qualité. Et dernier point sur le chômage. Hier, nous avons eu une conférence entre les ministres de l'emploi, des relations sociales du G20 et nous avons eu un point de convergence qui a été de dire qu'il existe un écart entre la demande et l'offre dans la plupart des pays où le chômage existe, et il y en a beaucoup, où les gens cherchent un emploi, les sociétés cherchent des talents, et cela ne marche pas, parce qu'en fait, celui qui pourrait inventer n'a pas encore inventé le système permettant de réunir la demande et l'offre, et pour remplir cette lacune concernant l'amélioration des compétences. Alors, si vous cherchez des projets, là, vous aurez vraiment beaucoup de clients. Donc voilà, vous avez eu votre 5 nouvelles idées. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, donnez le microphone. Guylaine Alajoanine, je suis MC de l'Institut de France et présidente du Haut Conseil français de la télésanté. Il me semble qu'on a oublié un essentiel, qui est la révolution du soigné. Et pourtant, la santé, c'est le plus grand des biens. Et le président Sarkozy, d'ailleurs, avait lancé « Mais la télémédecine, c'est l'avenir ». C'est aussi le home care, le plus grand marché du futur, avec un taux de croissance de 30 ans. Alors, ne croyez-vous pas qu'une grande idée mobilisatrice qui serait et qui touche tout le monde pour le G8 et pour le G20 serait de faire un déploiement de la télémédecine, de la télésanté sur le territoire du G8 en sachant qu'en 2050, plus de 50% de cette population aura plus de 50 ans. On peut, à l'heure actuelle, désenclaver et faire en sorte, n'importe où, dans n'importe quel endroit, on puisse répondre à la question « Mais qu'est-ce que j'ai ?» Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous voulez bien être notre avocate ? We can, we must.
So maybe we can bring this question a little. Alors peut-être que nous pouvons étendre la portée de cette question. Vous voulez dire quelques mots? Les services publics en ligne, qu'il s'agisse de la santé comme cela est préconisé, je pense que vous n'avez pas besoin de demander à un avocat de plaider la cause. Et moi, j'ai arrêté mon activité. Mais les services publics en ligne, clairement, sont disponibles dans de nombreux pays. Les pays nordiques ont été très énergiques dans ce domaine. Il y a beaucoup d'améliorations de productivité, beaucoup d'investissements. Et je parle de mon propre point de vue. En tant que ministre des Finances, nous devons maîtriser les dépenses. Il faut que notre dette soit réduite, donc nous devons être très circonspects et bien distinguer entre les avantages étendus et les investissements dans la technologie électronique. Donc clairement, il faut trouver un juste équilibre, et certains parmi nous le faisons avec l'investissement stratégique. Nous avons ciblé le pôle numérique pour être plus efficace. Alors peut-être que la France cherche à réduire les coûts, et peut-être que l'Inde constate qu'il est difficile d'atteindre tout le monde autrement. Comme je l'ai dit, la santé en ligne, les soins en ligne représentent un gros potentiel. Les services ruraux sont en piètre état. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur la téléphonie mobile pour de grandes catégories de la population. Certaines expériences sont en cours. Les sociétés de télécom ne vont pas devenir des prestataires de santé, mais la collaboration, nous avons 34 régions en Inde où nous apportons des services, et les premiers résultats sont très encourageants. Nous pouvons réduire le coût de la prestation de services dans le domaine de la santé, et nous pouvons à distance, en ligne, nous occuper de ces questions. Alors la seule observation complémentaire serait qu'il faut que les professionnels collaborent avec vous, parce que c'est une manière tout à fait différente de travailler. Yochai Benkler, l'université de Harvard. Le président Sarkozy a évoqué ce matin avec beaucoup d'éloquence la révolution et l'accent mis sur la propriété intellectuelle. Et l'un des objectifs de ce panel est d'avoir une proposition au G8. Et l'un des résultats est qu'il ne faut pas interdire l'accès au net c'est une grande erreur. Le président a parlé de la croissance avec beaucoup d'éloquence et de l'innovation. La semaine dernière, nous avons vu la transaction Skype. 3 programmateurs, un Danois, un Néerlandais, ont bâti sur la fondation un projet qui aurait été illégal et aurait été considéré comme de la piraterie. Il a parlé de la démocratie en Iran sur YouTube, et ensuite les atteintes aux droits d'auteur. Donc il y a un conflit entre le contenu, les industries de contenu du 21e siècle qui cherchent à exploiter la valeur en faisant du contenu, et les sociétés du 21e siècle qui augmentent les flux. C'est quelque chose que les sociétés de télécom, dans les cloud companies, les sociétés cloud, les compagnies Internet peuvent tous se regrouper. On peut rendre Internet sûr pour la prochaine Lady Gaga, ou alors vous pouvez le rendre sûr pour le prochain Skyper sur YouTube. Donc, je pense que ce message doit être transmis de manière très claire. Alors, j'en conclus que c'est plutôt une déclaration qu'une question, mais il est tout à fait bienvenu. Prochaine question. Professeur, ne partez pas. Ne partez pas.
Je serais ravi d'être votre messagère, parce que je crois que c'est vraiment l'objectif de ce forum, de recueillir les messages, les préoccupations et veiller à ce qu'ils soient traités. Mais j'espère qu'entre le Skype et Lady Gaga, il y a également quelque chose qui permettra et qui protégera les créateurs, les inventeurs, qui ont également le droit à leur invention et en recueillir les fruits. Donc c'est une autre préoccupation qui doit être prise en cause. Je serai votre porte-parole. Astor Dyson, États-Unis. Sur ce même point, nous avons beaucoup parlé de la réglementation par le gouvernement de l'Internet, mais la valeur de l'Internet est qu'Internet peut réglementer les gouvernements et les entreprises. Donc, ce que j'aimerais bien entendre de la part de Christine, surtout si vous allez au FMI et d'Eric, c'est de passer de la valeur de la transparence dans l'élimination de la corruption, car l'investissement ne concerne pas seulement l'efficacité, mais concerne également le fait d'avoir de la transparence. Si vous faites des dépenses dans ces pays, il faut que ce soit fait de manière visible. On peut parler du rôle de développement, mais retenez ce message et peut-être qu'avez-vous un commentaire à faire. Qui souhaiterait faire un commentaire là-dessus? Ou alors est-ce que nous prenons cela comme une déclaration? Esther, on dit souvent que la technologie n'est pas biaisée. Je crois qu'elle a, en fait, elle est biaisée. Et en fait, elle donne du pouvoir d'expression aux personnes. Et à partir de ce pouvoir d'expression, découle une série de problèmes. Si certains individus ont possession d'un secret d'État, certains d'entre eux pourraient orchestrer une fuite, ce qui se solde par la controverse de la semaine dernière. Si un groupe d'individus prend conscience d'une injustice, il a la possibilité de s'organiser avec les outils modernes pour changer le gouvernement qui ne réagit pas au problème. Donc, ce biais de la technologie concernant le pouvoir d'expression est au cœur du débat. Si les citoyens choisissent de télécharger de manière illicite du contenu et de le télécharger, alors les sociétés technologiques doivent traiter le problème. Mais ce passage de pouvoir est fondamental. Et je pense que la plupart des gouvernements ont du mal à aborder ce transfert de pouvoir. Et plutôt que de se plaindre, pourquoi ne pas mobiliser cela? Donc, il y a aussi la question concernant la justice, puisque tout le monde possède un appareil photo et peut prendre des photos. Et cela permettra de contrôler l'autocratie, etc. Le monde pourrait devenir plus sûr, plus efficace. Utilisons ces systèmes modernes, comme on l'a dit Neil, parce que la corruption devient beaucoup plus difficile lorsque il ne s'agit pas d'individus qui portent des fonds. Donc si on prend le biais que je propose, faisant appel à la bonne volonté, il est possible de faire du monde un endroit meilleur. Alors, il nous reste 10 minutes. 5 minutes doivent servir pour avoir des conclusions. Il y a un sujet que je voudrais vraiment comprendre, si cela nous intéresse ou pas. C'est la question de savoir où nous créons de la valeur. Car il y a bien sûr de la concurrence entre les pays, il y a de la concurrence entre le G8, et le fait que toute la valeur, de manière créatrice, est concentrée en Californie, est-ce que cela constitue un problème? Est-ce qu'il s'agit là de quelque chose que nous devons aborder? Cela vous préoccupe-t-il? Ou alors est-ce que vous le tenez pour acquis et vous en servez? Il est important que cela soit débattu de manière ouverte, car en fait, sinon, on peut confondre les différents sujets. John, vous vivez là, vous habitez là-bas? C'est un avantage, un inconvénient? En fait, il faut faire la distinction entre deux choses. D'une part, savoir qui sont les entrepreneurs. Il s'agit de citoyens du monde. C'est vous voyez les créateurs d'eBay, de Google. Mais toutefois, ils payent leurs impôts en Californie. La Californie leur apporte un écosystème qui leur permet de démarrer leur activité.
En fait, il y a des entrepreneurs partout et il y en a beaucoup qui ne sont pas américains, mais ils ont néanmoins établi leur activité en Californie. Hiroshi, mon activité se situe au Japon. J'essaie de me mondialiser. Nous avons vu beaucoup de start-up en Chine, dans d'autres pays européens. Donc je pense que la tendance est en train d'évoluer et je pense que le forum du G8, si tous les leaders mondiaux peuvent convenir de son importance pour soutenir la création d'entreprises, ça c'est un très bon point. Alors, je voudrais citer le président Sarkozy qui a dit ce matin que les forces du marché déterminent les flux d'Internet, mais il a dit à condition que les échanges soient équitables. Et ça, c'est une question très importante qu'a soulevée le président. Et il ne veut pas que les monopoles cèdent la place à de nouveaux monopoles. Donc je pense que ce sont là des remarques très importantes. Alors on pourrait dire qu'il y aurait encore 20... Dans le monde de l'Internet, avec tout le respect que je dois à Google, il y a un phénomène qui est nouveau. C'est-à-dire que le gagnant rafle tout. Cela concerne Facebook, Google, et si nous voyons un espace Internet, il y a les grands gagnants et ensuite personne. Alors, est-ce que cela crée un problème? Je crois que c'est cette question-là que le G8 doit aborder. Si les marchés où le gagnant rafle tout sont plutôt évanescents, il faut bien le reconnaître, je pense qu'en fait, les initiatives des entrepreneurs, des créations d'entreprises apparaissent partout et le coût d'être entrepreneur est très faible. Et vous pouvez en fait bâtir de grandes sociétés en créant des micro-entreprises. Et comme l'a dit le ministre, il est très important pour les gouvernements de faire une analyse approfondie des obstacles à l'entrée, des barrières à l'entrée pour créer l'entreprise. Pourquoi les entrepreneurs ne démarrent-ils pas ces entreprises dans leur pays? Y a-t-il une législation qui l'explique? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce qu'il y a des restrictions qui les empêchent d'avoir accès au savoir-faire et ainsi aux marchés mondiaux? Google est en croissance rapide et les capacités techniques de l'Europe sont extraordinaires. Alors on pourrait effectivement avoir rapidement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et de nos activités mondiales situées en Californie, je voudrais ajouter quelque chose qui a été mentionné rapidement. Et compte tenu des exigences d'un système supérieur qui repose très largement sur l'ingénierie, la science, je dirais que cela doit faire partie de l'écosystème. Christine? C'est la conclusion, c'est bien ça? Non. Vous pouvez démarrer une conclusion si vous le souhaitez. La question, est-ce qu'il vous importe que la concurrence vienne de la Californie ou pas? La concurrence est partout. Peu importe, à condition qu'on crée des emplois, qu'on crée de la valeur, qu'il y a cette créativité, c'est très bien. La France est un endroit merveilleux pour exercer une activité. Personne ne contredirait cette affirmation. Alors, il nous reste 5 minutes et l'idée est que nous projetions sur l'écran ce que l'un des collaborateurs de Maurice a conclu, si le système marche. Sinon, je vais démarrer mes propres conclusions, qui est de toute façon la fin. Alors, quels sont les points communs sur certains points? Je ne vois rien sur l'écran. Premièrement, nous commençons par l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Il s'agit d'un accélérateur pour l'économie. Personne ne s'opposerait à ça. Créer des opportunités, ça c'est très bien.
Le rôle du gouvernement est d'apporter aux citoyens l'accès à Internet et de réglementer le contenu. Ensuite, un point sur la création d'emplois. Et enfin, les solutions technologiques du secteur privé pour résoudre les problèmes seront plus rapides que celles des gouvernements ou des instances de réglementation. Alors, je souligne ce point de promotion d'entrepreneuriat, car si Internet doit bien faire quelque chose, Internet apporte une possibilité unique en termes exceptionnels de création d'entreprises. Donc, y a-t-il des commentaires sur ces 4 points qui ont déjà été imprimés? Je pense que cela résume bien les choses. Si je peux être exclu de certains de ces commentaires, parce qu'en fait, je suis un membre du gouvernement, donc, et notamment le point 2, car je pense qu'en ce qui concerne le point 2, je voudrais simplement dire la chose clairement. En ce qui concerne les services de la banque en ligne, bien sûr qu'il faut qu'il y ait une réglementation de la banque en ligne, car sinon nous allons créer le crédit sans tenir compte des politiques monétaires. Ce serait le chaos. Et si je regarde les marchés financiers, nous devons, les superviseurs, les régulateurs devons participer lorsque nous avons eu lorsque les marchés se sont effondrés de 10% sans que personne ne comprenne pourquoi. En fait, il s'agissait de problèmes technologiques. Donc, il faut qu'il y ait un point de contact, car la responsabilité des gouvernements est d'apporter la sécurité et la flexibilité, mais sans que l'un nuise à l'autre. Donc, pardonnez-moi si je m'exclus de la deuxième conclusion. Et un très bon exemple est PayPal. PayPal est un système de transfert monétaire sur Internet qui marche, qui permet de répondre aux exigences et qui est une question, permet aux régulateurs d'Internet. Je crois qu'il y a des exemples où 1 plus 1 égale 3. Donc, il nous reste 1 minute 46 secondes. Je pense que nous pouvons dire qu'il y a bien un rôle pour le G8. Et ce qui émerge clairement de cette discussion, c'est qu'il y a des formes de régulation ou d'accords de moyens d'expression. Donc, s'éloigner, ça ne veut pas dire de ne pas participer. C'est la conclusion numéro 1. Il faut être circonspect en ce qui concerne la réglementation de ces industries. Il y a une tendance, et je pense que tout le monde serait d'accord avec ça, que les opérateurs historiques vont bloquer les nouveautés, car l'Internet est un espace très résistant qui a besoin d'un certain degré de réglementation. Mais je crois qu'il faut être circonspect et je pense que personne ici, aucun délégué à cette conférence, ne voudrait que la croissance d'Internet soit ralentie par les gouvernements en raison de règles idiotes. Je crois que ce mot de légèreté est très pertinent. C'est excellent que le G8 l'inclue dans son programme, c'est à son ordre du jour. C'est une très bonne chose. Et nous verrons cela lorsque Maurice viendra sur scène pour établir le lien entre Internet et la société. Internet n'est pas seulement un outil commercial, il a une incidence sur la société au sens large. Donc merci beaucoup. Merci de votre participation. Et je remercie tout le monde.